Nous accueillons ce soir Sarah Gulevic, co-fondatrice et co-directrice de la Maison des Scénaristes, et Frédéric Chauffin, co-scénariste et co-réalisateur du film que nous verrons ensuite, My Little One. Alors, il nous a paru intéressant d'inviter ces deux personnes pour les raisons suivantes. D'une part, la thématique générale de l'année de l'Institut français, c'est la diversité culturelle. Il y a un film tourné par un réalisateur franco-suisse aux États-Unis, dans la réserve à Navarre de l'Arizona, tourné en français, en anglais à Navarre, est en soi une promesse de diversité, aussi peut-être, et que la trajectoire de Frédéric est vraiment une trajectoire qui oscille entre la fiction et le documentaire, une trajectoire qui lui a permis d'explorer des territoires qui concernent les identités, l'immigration, la diversité culturelle. Donc il nous paraissait tout à fait cohérent d'inviter Frédéric. Quant à Sarah, bien entendu, sa trajectoire dont elle va nous parler tout de suite, sa trajectoire personnelle et professionnelle, l'a également amené à créer des lieux d'échange, des lieux de rencontre concernant le cinéma et bien entendu le scénario. Et il nous a paru pertinent que soit consacrée une soirée à la Maison des Scénaristes, car c'est une démarche tout à fait originale, tout à fait inédite, me semble-t-il, en Espagne. Et donc on va aller à la rencontre de ces deux personnes, de ces deux tempéraments, de ces deux trajectoires, de manière à voir comment, eh bien, à la fois du côté de ceux qui organisent et de ceux qui écrivent et réalisent, eh bien, il peut y avoir un lieu d'échange. Alors Sarah, on va commencer par ce qu'est la Maison des Scénaristes, et si tu veux bien, avant même de parler de la Maison des Scénaristes, pourrais-tu nous dire quelle était ta trajectoire personnelle, professionnelle, avant de créer la Maison des Scénaristes? Bonjour à tous, et merci d'être là déjà. Alors moi, mon parcours, à la base, je rentre dans le cinéma par le côté technique, je suis chef opérateur. Et puis après, je me suis mis à écrire des histoires parce qu'il fallait, pour pouvoir faire des images, faire des histoires à raconter. Et après, j'ai basculé effectivement en même temps à la réalisation, au montage, voilà, j'ai fait un peu tous les postes. Et ce qui me manquait en fait, ce qui était compliqué à vivre, enfin en tout cas pour moi, mais je pense pour beaucoup d'auteurs, c'est qu'on écrit une histoire, c'est une partie de notre vie, c'est un bébé, on met beaucoup de soi dedans, et puis après on attend qu'un producteur envoie les dossiers. Et après les sous tombent ou les sous ne tombent pas. Et en ce qui me concerne, il y a eu souvent des semi-financements, c'est-à-dire qu'on a un film à moitié financé, et puis finalement le film ne se fait pas. Et c'est comme si on avait un bébé dans le ventre, et puis il ne sortait jamais, quoi. C'est assez effroyable comme ressenti. Et la seconde expérience aussi, c'était que chacun était dans son coin, et il n'y avait pas du tout de passerelle entre les talents. Entre les scénaristes eux-mêmes, j'ai eu l'occasion de voyager avec mes films et de rencontrer des scénaristes égyptiens, des scénaristes anglais. Tout le monde, enfin tous ces talents que je rencontrais avaient adoré le cinéma français et auraient aimé pouvoir collaborer, mais il n'y avait aucun endroit pour le faire et c'était très compliqué de se rencontrer. Et en même temps, la volonté de la Maison des Scénaristes, c'était de se dire, ben voilà, il y a des talents partout, on n'arrive pas à les voir, les producteurs ne savent pas où ils sont, et donc il fallait un pavillon à Cannes, parce que c'était un peu le plus grand festival au monde, pour que tous les scénaristes se rencontrent, et puis rencontrent aussi des réalisateurs, des compositeurs. Voilà, c'est un petit peu ça le parcours, et effectivement, personne n'y a cru, il n'y avait jamais eu de pavillon des scénaristes à Cannes, et Cannes n'est pas franchement le lieu pour les scénaristes, hein, c'est quand même un endroit où il y a les réalisateurs et les comédiens. Mais quand même, les scénaristes, ceux qui sont à l'origine des histoires, et dès la première année, il y avait 250 personnes par jour, et ça parlait toutes les langues. Donc, du coup, il y a eu d'autres années qui ont suivi. Maintenant, on est à notre 9e édition. Vous êtes présent à Cannes, aussi à Clermont-Ferrand. Alors, on est à Cannes pour le long-métrage, à Sérimania pour la série, à Clermont-Ferrand pour le court-métrage, et au Satis à Paris pour les formats immersifs. Et on lance maintenant des appels à projets. On a surtout travaillé par format. Et là, maintenant, on travaille par thème. Et d'ailleurs, la plateforme We Feeling Good, qui est la plateforme de la Maison des Scénaristes, qui existe depuis 3 ans, a aussi un accès par mots-clés pour trouver les projets par thème. Et donc là, l'appel à projet qu'on va lancer dès que je reviens à Paris, à Sérimania, sera sur le thème de l'Afrique. Avant d'aller plus loin concernant la dynamique de la Maison des Scénaristes et son évolution, je voudrais que, Frédéric, tu nous parles aussi de ta propre trajectoire. Est-ce que les difficultés rencontrées par Sarah et tant d'autres scénaristes
ont été aussi des difficultés que toi-même tu as vécues en tant que scénariste et réalisateur? Buenas noches a todos, gracias de estar aquí con este Tormenta. Et merci à la traduction, quand on va parler en français. Il fait chez nous pareil pendant tout l'hiver, donc il faut juste être solidaire avec les Suisses. Donc moi je suis français, j'habite à Genève, franco-suisse, comme tu l'as dit. Le chemin de croix du scénariste, du réalisateur, il est en effet, comme le décrit Sarah, avec beaucoup de solitude, avec beaucoup d'étapes, beaucoup d'échecs, beaucoup de cul-de-sac, de projets qui s'arrêtent. Et puis, c'est vrai que j'ai fait des longs métrages et des fictions, je suis photographe avant tout. Et ensuite, j'ai commencé la fiction par des courts métrages, j'ai ensuite fait des documentaires et ensuite des longs métrages. My Little One, vous allez voir tout à l'heure, est le 3e long métrage. Alors, ce qui est intéressant par rapport à la position du scénariste, à Cannes ou ailleurs, j'ai travaillé pendant très longtemps avec Julie Gilbert, qui était ma compagne. Et en fait, elle est plus scénariste et moi plus réalisateur. Et on a toujours travaillé de cette manière qu'elle signait. Elle avait le final cut en tant que scénariste pour l'écriture et moi pour la réalisation. Mais le premier long métrage, on a fait une histoire de Frédéric et Julie, mais un film de Frédéric Chauffat, et au final, ça veut dire qu'elle était invitée nulle part. En tant que scénariste, aucun festival ne l'invitait jamais, alors qu'elle a suivi chacune des étapes pendant une année, 2 ans. Et moi, je me retrouvais toujours seul à défendre le film, seul à être invité, seul à être primé. Et je trouvais ça totalement injuste, à savoir la position du réalisateur face à la position. Donc par la suite, les 2 longs métrages suivants, on a décidé de les consigner, même si je suis le réalisateur et elle est la scénariste, mais les rôles ont été complètement... Donc ça c'est juste une anecdote, mais pour montrer cette sorte de disparité en fait. C'est un film 2, c'est toujours le réalisateur, alors qu'on pourrait, mais je rêverais d'avoir un scénario qui me tomberait dessus, qui serait merveilleux, qui serait bien écrit, que j'aurais juste à réaliser, ce serait juste un cadeau, parce qu'il n'y aurait vraiment rien à faire pour moi, vu que toute la difficulté pour moi elle est dans l'écriture. Faut te connecter sur la plateforme. Je reviens plutôt, Sarah. Alors justement, si tu devais distinguer des étapes dans la vie, dans les 7-8 années de vie de la maison des scénaristes, qu'est-ce que tu pourrais nous indiquer pour que l'on comprenne bien en quoi la maison change, quels sont les nouveaux projets, parce qu'il y a quand même une ouverture vers l'international. Oui. Enfin, parle-nous un peu de tout ça. Alors, donc la maison des scénaristes a été d'emblée internationale, évidemment, à Cannes. La plateforme aussi. La plateforme, en fait, le pilier de la plateforme où Film Good, ce sont ses lecteurs. On est 150, on les connaît tous. Ce sont des lecteurs, des scénaristes avant tout, qu'on a sélectionnés, ils sont passés par chez nous et on lit en 8 langues. Donc effectivement, c'est vraiment la connexion, c'est sur 135 pays. Et c'était vraiment un désir de faire des passerelles avec toutes ces personnes qui écrivent des histoires. Maintenant, la maison des scénaristes, c'est vraiment un positionnement. On était convaincus il y a 10 ans que le talent d'un scénariste, l'histoire qu'il allait raconter, c'était l'origine. Notre phrase d'accroche a toujours été la même, replacer le scénario au cœur du processus artistique et financier de tous les films. On n'a pas changé en 10 ans. Et ce combat était très important parce que le cinéma en tant que tel génère énormément de choses derrière. Il y a une économie, il y a des idées, donc c'est vraiment quelque chose qui est crucial dans la culture. Et effectivement, l'arrivée de Netflix, pour nous, a changé énormément de choses. Netflix, c'est pas nouveau, ça fait 2 ans qu'ils sont très présents, mais enfin, ça fait 15 ans qu'ils existent. Donc ça fait à peu près 10 ans qu'on les observe, voilà. Et ils ont une relation à l'auteur. Effectivement, quand on regarde sur la plateforme, on met l'idée originale c'est le créatif qui est mis en avant. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a été impactant. Effectivement, en France, quand même beaucoup en Europe, et on remarque aussi ça dans le reste du monde, l'auteur est quand même oublié, alors qu'il est à l'origine des projets. Et on a beau le répéter, ça change pas beaucoup. Ça change, les choses sont faites, mais c'était quand même une constante. Mais alors, ce qui est étrange en France, parce qu'en Suisse c'est encore différent, je ne sais pas comment c'est en Espagne, mais en France le scénariste est oublié, mais on n'a pas d'argent sans un scénario très écrit. C'est-à-dire que le scénario reste l'outil pour débloquer des fonds. Parce que j'entrais sur cette question parce que là où on s'est rencontrés, pourquoi on se retrouve aujourd'hui, Sarah et moi ici, c'est que notre projet, donc du
film, vous allez voir, a été sélectionné en 2013 par la Maison des scénaristes. Et ce qui est étonnant, c'est qu'on était parti avec Julie à Tanger au mois de février, pendant 10 jours pour écrire. On travaillait pour la radio l'après-midi et on écrivait le matin. Et est née une histoire très rapide qu'on a envoyée à la Maison des scénaristes, qui nous a sélectionnés. Donc on s'est retrouvés en mai à Cannes à défendre ce projet. Et puis là, on s'est dit, on va faire comme le film d'avant, on va trouver quelques dizaines de milliers de francs. Et avec ce scénario, avec les rencontres qu'on a eues, c'était vraiment le premier soutien qu'on a eu. Donc c'était très important, le premier regard positif en disant, votre histoire elle est bien. On a rencontré plein de producteurs, mais pas forcément des producteurs assez motivés. Ça demande beaucoup de temps pour partir, en effet, en Arizona, territoire Navarro, toute la complexité du projet. Mais c'était un vrai point de départ, un vrai coup de cravache d'enthousiasme qui nous a permis de commencer en tout cas. Et là, on était à 2 doigts de se dire on part tourner en août. La comédienne de le film d'avant, Vimela Ponce, est disponible pendant un mois. 2 autres comédiens avec lesquels j'avais déjà travaillé, on y va et on verra bien. Et là, on a vu des 45 degrés en territoire Navarro, qu'on avait vraiment très peu d'argent. Et là, on s'est dit, pour une fois, on va aller un peu plus lentement que ce que j'aime, à la vitesse où j'aime aller, c'est-à-dire tout de suite. Et on va passer par une phase d'écriture beaucoup plus longue, qui ensuite s'est éternisée. Donc le film a pris 5 ans finalement à se faire. Je ne sais toujours pas si au bout de 5 ans, j'aurais mieux fait de partir directement après ce premier jet, c'est-à-dire mettre beaucoup moins d'importance dans l'écriture et faire l'écriture à la réalisation, qui est aussi peut-être plus ma spécialité, ou passer par ces étapes en n'ayant pas le même soutien, je pense, en Suisse que ce qu'aurait pu faire ce que vous faites. Comment tu as pris connaissance de la Maison des scénaristes? Alors, j'ai plus aucune idée. Peut-être par l'Institut Spar Focal ou la SSA, l'équivalent de la SSM ou la SSD. C'est peut-être par Focal, on a eu un partenariat. Est-ce que jusque-là, pour tes scénarios antérieurs, tu avais l'habitude d'avoir des retours de lecteurs professionnels, ou c'était plus un rapport avec ta co-scénariste, l'équipe proche? Est-ce que ça a changé un tout petit peu ta manière d'aborder, pas forcément l'écriture du scénario, mais la manière de présenter le scénario à des interlocuteurs? Moi, ce que j'ai envie, par rapport à ce projet, l'essentiel, c'était ce premier soutien, ce premier coup de pouce, on va dire. Après, un projet, on le partage tout le temps, et c'est pas forcément volontaire. Enfin, je trouve que le scénario, c'est un peu comme un viol collectif. C'est-à-dire, c'est pas que des amis et des proches qui t'en parlent avec amour. C'est un producteur, c'est une chaîne de télé, c'est un autre producteur, c'est une autre chaîne de télé, et chaque fois, on a l'impression d'avoir écrit quelque chose de bien, et il faut recommencer à zéro, parce que même si tout le monde aimait, la chaîne de télévision qui doit entrer en coproduction dit non mais là c'est vraiment nul, votre femme elle est trop vieille, elle a 40, il fallait qu'elle ait 30, sinon ça passe pas. Alors soit on refuse, donc c'est ce qu'on a fait, soit on doit accepter et on réécrit. Donc ce passage, il existe toujours, on est toujours d'autres personnes me le confirmeront, on est toujours en aller-retour avec des entités pas forcément bienveillantes. Je pense que c'est ce que vraiment amène le travail de Sarah avec la maison de scénariste. Un pool plus familial, on va dire, autour. Justement, Sarah, comment s'est passée cette relation, ce soutien et ce suivi avec les scénaristes? Une chose, c'est envoyer le scénario, mais je crois que vous allez beaucoup plus loin. Alors, la maison des scénaristes est une association, et tout ce qu'on a pu faire, c'est parce que derrière, il y a plein de scénaristes qui collaborent. En fait, on a lu gratuitement pendant 6 ans. Là, on reçoit à peu près 1300 projets par an, ce qui est énorme. Mais dans les années passées où on était sur du bénévolat pur, on en recevait énormément aussi. Donc, il y a vraiment un énorme soutien. Après, il y avait de telles fiches de lecture avec... en fait, ce qui se passe, c'est que ce ne sont pas des scénaristes dont le métier est de faire des fiches de lecture. Ils reçoivent un projet, ils ont leur propre projet à eux, ils vont recevoir l'histoire de quelqu'un, et ça va leur amener plein d'idées en tête. Et donc les fiches de lecture, non seulement ils vont dire effectivement ce que eux ils ont aimé dans l'histoire, parce que dans toutes les histoires il y a des choses de bien, ce que lui il estime nécessaire de retravailler, ce qui a des parties un peu faibles, où le cerveau est un petit peu dans la facilité. On a tous ces passages-là en tant que scénariste. On ne peut pas être créatif à toutes les pages. Donc ça, c'est bien que quelqu'un de neutre nous pointe le doigt sur ces choses-là. Mais dans ces retours de lecture, il y avait énormément d'idées. C'est-à-dire que les auteurs donnaient énormément de nourriture. Et donc il y avait des fiches qui étaient tellement belles qu'on se disait à un moment, il faut vraiment qu'on sorte de ce statut-là. Et effectivement, la plateforme est arrivée et on a un coût de dépôt qui est de 50 €, et ça nous permet de rémunérer une double lecture. Voilà. Il faut préciser que
ont accès à la plateforme, non seulement des scénaristes, mais également des producteurs. Alors Parce que évidemment, c'est un outil de travail, il faut le préciser. la plateforme était au démarrage fermée avec des auteurs qu'on avait labellisés parce que les projets étaient vraiment matures, aboutis, et des producteurs. Là maintenant, elle a été ouverte, c'est-à-dire que tous les projets qui n'ont pas été labellisés parce qu'il y a encore beaucoup de travail, ou certains un peu moins de travail, sont visibles. Et on a une particularité depuis 10 ans, enfin 9 ans, c'est de travailler avec un vidéo pitch. C'est-à-dire que c'est l'auteur qui raconte son histoire pendant 2 minutes et il n'y a aucun texte en ligne. Alors ça, c'est un principe de départ, c'est de ne pas diffuser un scénario. D'abord parce que les producteurs n'ont pas beaucoup le temps de lire, mais c'est vraiment de travailler avec un vidéo pitch et puis une expertise qui est celle des lecteurs. Et puis avec ça, on a déjà une belle matière. Et puis effectivement, si on est intéressé par le projet, on contacte l'auteur et puis on a la dernière version du scénario, puisque c'est quelque chose qui évolue en permanence, un scénario. Donc ça ne sert à rien de le garder en ligne, quoi. Mais encore une fois, la base, c'était vraiment un travail collaboratif de scénaristes de tous les pays. C'est ça qui était dès la première année, donc c'était vraiment une expérience incroyable. D'ailleurs, parmi les 7 ou 8 films de métrage de fiction qui ont été réalisés parmi les scénarios que vous avez sélectionnés, certains proviennent de pays extrêmement différents. Alors, on a eu un film, en même temps que toi, là, celui qui vient d'être terminé, le tien, il y en a un qui est d'un auteur soudanais, il n'y a pas eu de film fait au Soudan depuis 20 ans. Alors là, on a amené à Cannes aussi, et le film commence à rafler des prix partout. Je crois qu'à peu près tous les films qu'on a soutenus raflent des prix. Voilà, mais bon, tant mieux. Hein, mais, ça reste du cinéma indépendant qui est quand même très compliqué à financer. Mais... On peut constater, Nicolas Sarkozy et toi, puisque vous êtes les deux créateurs, deux cofondateurs, voilà, les deux Nicolas. Et deux directeurs de la Maison des scénaristes et de sa plateforme qui est le Film Good, puisqu'on emploie différemment les deux noms, mais c'est la même chose. C'est la même chose, hein, dans le fond. Vous avez constaté plus d'une fois qu'il y a très peu de scénarios espagnols qui vous ont été envoyés. Oui, on a eu... Nous sommes à Madrid, c'est intéressant de le constater, peut-être de réfléchir. Alors, effectivement, c'est pour ça qu'on était très très contents de faire ce partenariat et cette soirée avec l'Institut français ici à Madrid, parce qu'effectivement, les relations avec l'Espagne étaient compliquées. On a peu de scénaristes espagnols qui nous envoient des projets, nous n'avons pas beaucoup de lecteurs en espagnol, forcément c'est les mêmes, hein. C'est un réseau de gens qui nous envoient qu'après on garde comme lecteurs, alors qu'il y a un engouement pour les auteurs italiens. On en a énormément qui déposent. Globalement, sur l'Europe, on en a beaucoup, sauf un petit peu l'Espagne, quoi. Alors que culturellement, on est très proche, qu'il y a des coproductions incroyables à faire. C'est dommage, mais bon, ça va. On va améliorer ça. Imaginons qu'il est dans la salle des scénaristes espagnols. Qu'aurais-tu envie de leur dire? Quel serait pour eux l'intérêt d'envoyer un projet, qu'il s'agit d'un court-métrage pour Clermont-Ferrand, d'une série télé pour Célimania, à Lille, ou d'un long-métrage pour Cannes? Quel pourrait être, puisqu'il y a pour l'instant une lacune, quel pourrait être l'intérêt pour les scénaristes espagnols? Déjà, après, c'est des relations humaines, hein, mais je trouve que s'ouvrir aux autres et faire des passerelles avec les autres talents est une richesse incroyable. Donc c'est ce que la plateforme permet, hein, par des systèmes de mots-clés. Vous décidez vous-même si vous voulez être mis en relation avec des réalisateurs, des compositeurs, des comédiens. Tout passe par mots-clés. Vous avez des fiches personnages, vous allez mettre des mots-clés et des comédiens vont être en lien avec ces personnages-là. Et toutes ces personnes, en fait, peuvent vous donner de la nourriture. Ils ont des vécus, des connaissances, ils ont un réseau. Et quelque part, un peu l'âme de tous les scénaristes qui ont participé à ce projet associatif se répercute un peu sur plein d'autres talents à d'autres niveaux. Donc, en fait, c'est un peu l'effet papillon. C'est qu'à un moment, vous allez peut-être rencontrer une personne, ça peut être un scénariste, qui va aimer votre histoire et qui a dans son réseau une personne qui va pouvoir déclencher quelque chose. Et par les films produits, ça c'est déjà... On est vraiment sur un travail de collaboration participative, ouais. Alors c'est très professionnel, hein, mais on a des producteurs qui font vraiment ce travail de réseau, c'est-à-dire qu'ils voient un film sur la plateforme, ils savent qu'ils ne peuvent pas le produire, mais ils vont faire marcher leur réseau. On a travaillé comme ça avec Chantal Benex, qui avait un réseau incroyable et qui travaillait vraiment en souterrain. On a eu énormément d'aide de partout, en fait. C'est vraiment incroyable pour ça, c'est une richesse de folie, quoi. Et là, si tu devais
me dire vers quoi dans la maison, dans les 2-3 ans à venir, puisque tu observes des évolutions à des pratiques professionnelles, dans la manière dont on travaille les festivals, donc vers où allez-vous? Alors, je trouve qu'il y a des liens qui se tissent avec les producteurs, très intéressants. Le statut du producteur change en ce moment. Je pense que c'est difficile pour eux. La profession évolue. Je ne sais pas à quoi c'est dû, je ne sais pas si ce sont ces difficultés qui viennent entre autres avec l'arrivée de Netflix, hein, ça déstabilise un modèle économique, un fonctionnement. Mais en tout cas, il y a vraiment des relations étroites, humaines, de compréhension mutuelle dans nos difficultés, et un discours qui apparaît. Il y a des producteurs un peu, on va dire, nouvelle génération les pratiques de travail, les méthodes de travail évoluent. Et c'est vraiment ça aussi la maison des scénaristes. La plateforme, c'est vraiment le côté numérique. Et je ne crois pas qu'on puisse être à 100% numérique. Le numérique fait gagner du temps, c'est très bien, mais il faut les rencontres live en festival. Il faut toujours de l'humain derrière et des visions en direct. Quelle que soit l'opportunité, ça peut être, je sais pas, des festivals, mais aussi plein d'autres occasions d'organiser des rencontres, comme ce soir par exemple. Et voilà, donc la maison des scénaristes, c'est le côté live, hein, festival, et c'est le côté laboratoire. Par exemple, on associe les compositeurs de musique de film depuis 2011, depuis la création de l'association, aux scénaristes. Le compositeur, il arrive à la fin, mais c'est avant tout quelqu'un qui a une langue pour écrire des choses. Et bon, moi j'ai fait pas mal de musique, hein, et je me disais, c'est idiot. Pour avoir fait du montage son, on m'a demandé, bah, écoute, on va mettre Bruce Springsteen, et puis après, on va demander au compositeur de faire quelque chose à la manière de... Mais c'est extrêmement frustrant pour le compositeur. Et donc, on a associé les compositeurs aux scénaristes, et on s'est dit, jamais de la vie ça va marcher, les producteurs, ils les garderont pas, ils vont vouloir quelqu'un d'un peu connu, je sais pas quoi. Et bien en fait, non, ça fonctionne très bien. Le scénariste et le réalisateur, enfin, et le compositeur et le réalisateur, parce que c'est vrai que c'est un trio qui marche. Si on arrive à avoir ce trio, ça marche super bien. Et puis si il y a besoin peut-être d'un compositeur un peu connu, comme je sais pas moi, Sacha Galperine ou autre, on peut l'avoir aussi, mais c'est pas un qui va dégager l'autre forcément. Donc pour l'instant, ça fait quand même 8 ans qu'on expérimente ça et ça marche super bien. Donc par exemple, on fait on sait sur la plateforme qu'est-ce que recherchent les producteurs. Alors on se dit, plutôt que de les associer alors que le film il est déjà en partie financé pour trouver un coproducteur, pourquoi pas les associer dès l'origine, c'est-à-dire au moment de l'écriture du scénario, on va essayer de penser l'histoire pour 2 pays, 2 cultures, et de travailler ensemble un financement. Alors c'est pareil, la coproduction, ça se passe pas comme ça normalement. Mais ça séduit quand même pas mal, ça prend forme doucement. En fait, voilà, c'est le côté un peu lab pour changer les pratiques et peut-être des choses qui fonctionnent mieux, on espère. Frédéric, au fil de ces 15-20 années d'expérience professionnelle, est-ce que tu as remarqué des différences dans les pratiques? En quoi elles t'affectent et dans quelle mesure tu envisages le projet de manière différente, à la fois comme scénariste, réalisateur, et tu es parfois coproducteur, je crois, de tes propres films. Donc tu es confronté à la recherche de financement, à la recherche de partenaires, de coproducteurs. Oui, alors je suis confronté au fait que tous les réalisateurs changent de producteur à chaque film, ou très très souvent. Et ça, c'est pas bon signe. Ça veut dire qu'à chaque fois, on n'est pas content. Il n'y a pas que moi, je ne suis pas content de mes producteurs. C'est le cas de beaucoup de réalisateurs. Donc, mauvaise expérience, ou mauvais accompagnement, ou mauvais partenariat dès le départ, donc des illusions. Et puis, aussi l'adéquation. Pour moi, c'est très important qu'un film soit en adéquation avec ce qu'il raconte. On peut faire le tour du monde en stop. On peut avoir 10 000 balles et pendant une année voyager. Et on peut aussi faire le tour du monde en avion avec 100 000 ou 200 000 euros. Dans des hôtels de luxe. Les deux sont possibles. Mais faire le tour du monde dans des hôtels de luxe avec 10 000 francs ou le faire en stop avec 200 000 euros, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne veut pas dire qu'un projet doit être pas cher ou doit être cher, mais pour chaque projet, la monture, le mode de voyage doit être adéquat. Et moi, je suis toujours pour, alors on parle plus de production, mais pour moi, la production est autant importante que la réalisation et que l'écriture. À savoir, si au début d'un projet, on se dit on va faire le projet avec, disons, 500 000 francs,
et bien on l'écrit de cette manière, on l'écrit avec ces contraintes-là. Et ces contraintes sont intéressantes, parce qu'on se dit on ne va pas faire ça n'importe où dans 200 décors, ou avec 200 figurants, on va le faire en adéquation pour que dans ce budget-là, on fasse quelque chose de beau. Or souvent les producteurs, et c'était de nouveau le cas là, en disant non, mais on va avoir 5 millions pour ton film, laisse-toi aller, fais ce que tu veux, et etc. Et après, au final, finalement on n'a plus que 2 millions ou 1 million, donc finalement on réduit les jours de tournage, on réduit les décors, et d'un film qui doit être ample, d'un coup il se rétrécit parce qu'il y a plein de contraintes qui n'ont pas été pensées. Et pour moi ça c'est faux. Et je préfère dire on tourne avec peu, et puis après il y a un peu plus, et ben on est généreux, on prend un peu plus de temps, etc. Donc les contraintes, elles évoluent au fil des années, j'ai envie de dire, avec toujours plus de star system, c'est-à-dire on veut des gens qui sont déjà connus avant de le faire, on veut des gens qui viennent de, si on a un partenariat avec le Luxembourg, il faudrait tourner tous les intérieurs au Luxembourg, ce qui est une aberration, parce qu'on est à Genève, on va faire un film dans le sud de la France et on fait des intérieurs au Luxembourg. Ça n'a pas été mon problème, heureusement, mais c'est souvent le cas. Ou alors on va prendre un musicien du Luxembourg, pour reprendre cet exemple, et il y en a 3, on dit à le premier, il était pris le deuxième aussi, donc on a pris le troisième. Et c'est pas une manière de faire des films, mais c'est souvent comme ça, cette sorte de... Et plus ça va de l'avant, avec ce film, c'est peut-être un film le plus grand que j'ai fait en termes de budget, de décor, c'était une expérience fabuleuse, d'être perdu au milieu du territoire Navarro en Arizona. Mais après ça, j'ai de nouveau envie de me dire, mais j'ai envie de faire des films comme un peintre ferait des peintures, c'est-à-dire avec... Ça ne veut pas dire sans scénario, ça ne veut pas dire... mais avec une garde rapprochée de gens avec qui on a une confiance, avec qui on peut travailler sur des petites choses, mais on sait ce qu'on fait et on sait pourquoi on le fait. Et pour moi, le cinéma se perd dans une sorte de... J'ai vécu à Los Angeles pour préparer ce film, et la question première c'est « Are you in the industry ?» Est-ce que vous êtes dans l'industrie? Je dis non, je fais du cinéma. Je dis ouais, donc tu es dans l'industrie. Donc l'industrie à Los Angeles, c'est le cinéma, c'est pas la filature comme à Lyon, c'est le cinéma. Et ce cinéma-là, de délassement, d'entertainment, tout le but est de... Sur cette phrase qui revient de Pasolini qui dit « La culture, c'est une résistance au divertissement », c'est de se dire faire des projets dont le but n'est pas comme de jouer au sudoku pendant un long trajet d'avion ou de train, de passer le temps, mais de raconter quelque chose, d'interroger, etc. Et je pense que là au milieu, il y a d'un côté l'industrie qui doit être rentable, et puis peut-être des objets qui nous intéressent, et Sarah et moi, qui sont plus de la manufacture, qui sont plus de un travail artistique réduit, mais sincère et entier. Si l'on en vient à My Little World, comment as-tu réussi à obtenir cet équilibre entre le point de départ créatif et l'équilibre financier, l'équilibre du schéma de production? Comment ça s'est joué? C'est une lutte de chaque instant. Par exemple, pour nous c'était important de tourner. Alors c'est vrai, c'est Alain Mouglalis qui joue, qui a 45 ans, qui est sublime, et qui est marqué par l'âge comme quelqu'un de 45 ans tout en étant sublime. Et 2 hommes, donc c'est un trio qui se sont connus à 16 ans. À chaque étape, on a voulu nous faire prendre une comédienne de 30 ans ou de 25 ans, parce que 40 c'est vraiment trop vieux. Ou on a voulu nous faire tourner en Espagne, parce que l'Espagne c'est beaucoup mieux et moins cher que les États-Unis. Donc on disait, pourquoi vous ne tournez pas ça chez les Espagnols? Ils ne demandent rien, là-bas ça sera pas cher, pourquoi vous voulez tourner aux États-Unis? Et on a dit non. Et on voulait tourner en territoire Navarro avec des natifs Navarro et qui jouent eux-mêmes leur rôle, alors qu'il n'y a pas de comédien. Puis on disait non, mais les Navarros ils ne savent pas jouer. Il faut prendre des Apaches, des Sioux, Lakota, ils sont beaucoup mieux. Et là, c'était les responsables de casting à Los Angeles qui nous disaient ça. Et en fait, j'ai remarqué c'est que les Navarros, ils sont comme les Suisses. Ils sont un peu timides, ils se mettent pas trop en avant, et certains Suisses, la majorité. Alors que les Américains ont une classe, ils arrivent quelque part, on sait qu'ils sont là, c'est une généralité encore. Mais voilà, c'était ça, il faut faire avec... et nous, on s'est dit non, on veut tourner avec les Navarros, avec des gens qui parlent leur langue dans leur territoire. Donc c'est ça, si tu veux, pour finir, qui a sauvé le projet d'un truc qui se tourne finalement en Espagne, avec des Mexicains pour faire les Indiens, et puis de la musique tribale d'ailleurs, avec des tambours, et personne n'y verra rien. Peut-être personne n'y aurait rien vu, mais là on était sûr de se planter à chaque niveau, en termes d'authenticité ou juste de sincérité même. Et quel était le point de départ? Parce que c'est tout de même inhabituel, les spectateurs vont le voir. Bon, réalisateur suisse qui décide d'aller tourner au cœur des États-Unis dans un territoire comme la réserve de Navarro. Qu'est-ce qui était le stimulant? C'était quoi? C'était le personnage au départ? C'était la situation dramatique? C'était notre envie de cinéma, d'explorer un territoire? C'est parti. Alors, les films ont toujours raconté notre layer, on va dire, se sont toujours déroulés, j'ai jamais tourné en Suisse,
à part les documentaires sur la migration, parce qu'on a plein de choses à raconter, autrement on n'a pas grand-chose à dire. Donc enfin, la Suisse c'est une terre d'explorateurs, hein. Sans parler de moi-même, je pense à Nicolas Bouvier, à Ella Maillard, à Godard, dans les cinéastes, c'est des gens qui sont partis ailleurs. Le film précédent s'appelait Mangrove et a reçu 2 prix dans les studios de la Paramount, meilleur film indépendant et meilleure image de l'année. Et ils nous ont donné du matériel, quelque chose comme 80 000 $ de caméras, de pellicules Fuji, etc., à employer dans l'année. Donc on est parti à Los Angeles pour récupérer le matériel et on s'est dit bon, on va tourner un film là-bas. Et ça a été le point de départ. Après, on s'est installé, on a vécu là-bas, mais l'idée c'était d'abord ça. Et ensuite, quand on a sauté Los Angeles, chaque fois, je crois, dans les réflexions qu'on a eues, je parlais d'identité, c'était de se dire mais à qui appartient cette terre, qui étaient les premiers habitants de cette terre. Et assez rapidement, on est parti en territoire qui s'appelle les réserves, ça s'appelle comme ça, hein, ces territoires qui ne sont même pas les territoires originels, c'est vraiment des territoires où ils ont été parqués, donc les Navajos viennent du nord et ont été poussés vers le sud et mis dans cette case d'un terrain qui fait 2 fois la Suisse pratiquement en termes de volume, mais c'est que du sable, des cailloux et quelques chevaux qui passent comme ça. Donc c'était de raconter cette histoire. Et finalement, en faisant le casting vous verriez une jeune fille de 10 ans, les enfants aux États-Unis, on leur demande qu'est-ce que tu sais des Navajos, même s'ils ont lu le scénario, ils disent ils en savent rien. Ils disent je crois que la mère fait à manger dans une tente et l'homme chasse. C'est la seule chose. Donc on remarque qu'en fait en Europe on a beaucoup plus de savoir, beaucoup plus de connaissances par l'école, par l'éducation, sur la question autochtone, non native, que l'ont les États-Unis. Beaucoup d'Américains. Donc voilà, le fait est qu'on avait une histoire, on vit d'une histoire à 3, donc un amour entre cette femme et ces 2 hommes, une histoire d'initiation, une histoire de pourquoi cette femme part à l'autre bout du monde pour retrouver peut-être un bout d'elle-même. On pensait que c'est mieux ailleurs, mais finalement elle va reconstruire dans une terre chamanique et magique son propre rituel, à sa propre sauce, comme on le fait tous. Et puis de se dire, on ne fait pas un western, on fait un film européen dans un décor américain. Donc c'est vraiment important pour nous de dire ça reste notre point de vue. Et on travaille avec des Navajos, mais moi je ne suis pas Navajo, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont à raconter. Je peux écouter leur récit, je ne peux pas être leur personnage. Donc ça va être un film de français quand même, un film de blanc, comme ils disent quand ils appellent les noms natifs. Mais avec un regard et avec une complicité qui va être très chouette. Voilà le point de départ. Après l'écriture, c'est le problème d'écriture. On part sur une idée, on se dit cette femme elle a un problème, on va voir un chaman qui nous accueille chez lui pendant une semaine, il y a du peyote partout, les enfants regardent South Park sur l'ordinateur au milieu de kilos de champignons hallucinogènes qui sèchent tout autour, de cactus je veux dire, peyote. Et lui nous raconte, nous fait notre vrai script doctor sur ce film, ça a été lui. Voilà, on a un script doctor normalement, sur un film on va avoir un docteur qui vous regarde le scénario avec son stéthoscope et puis qui dit ce qui va ou pas. Et là, c'était ce chaman qui nous a accueillis, qui nous a dit « je vous attendais ». Quand on a les films, on s'est assis sur le canapé. Et pendant une semaine, nous, on a dit « ben voilà, notre histoire c'est ça, est-ce qu'on peut la raconter ?» Ils ont dit « je crois que vous ne comprendrez jamais rien des Navajos, même si on passait un mois là. Mais ce que vous avez décidé d'écrire, il est assez juste. De toute façon, les Navajos, ils ne verront pas votre film. Donc moi, je vous laisse le faire, parce que je pense qu'à 80%, c'est juste. On va aller comme ça, quoi. » Par contre, elle dit, là, je ne vous dévoile pas le film, mais votre personnage principal, il a un problème, et il est soigné par un chaman. Or, moi, si je soigne quelqu'un, il n'a pas de problème, donc il va falloir changer ça. Parce que ce serait faux, ce serait mentir. Donc on s'est dit, alors peut-être que le chaman, il ne va pas la guérir, il va lui permettre d'entrer dans un autre niveau un autre niveau de conscience. Voilà, donc c'est avoir ce film comme ça, en se posant sur la question de où se situe le personnage de Jay, interprété par Anna, et dans quel niveau de conscience modifié se trouve-t-elle. Sarah, à propos du film, puisque tu l'as vu grandir, oui. Et quand on a décidé d'organiser la soirée, nous nous sommes dit, mais quel film pourrait accompagner la rencontre? Et il nous a semblé que celui-ci se prêtait vraiment bien, c'était une belle illustration de votre démarche, de la leur comme créateur. On avait quand même le choix sur 9 projets. Oui. Il y en a 9 c'était terminé en long métrage, parce qu'en court métrage, il y en a beaucoup. Alors, pourquoi celui-là? Parce qu'effectivement, il y a... en fait, c'est un point commun qu'on trouve dans les autres projets aussi.
on a comme ça ce partage de culture, d'instants de vie, de gens qui vont... c'est un film qui est ancré dans une réalité. Il y a des personnages incroyables. Effectivement, il y avait cette passerelle avec les peuples et les cultures. Ça, c'est des choses qui nous sont très très chères à Nicolas et à moi. Le cinéma, en fait, est une passerelle incroyable entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, mais les riches et les pauvres. À Cannes, cette année, c'était quand même un exemple incroyable entre les gens qui étaient dans la salle et les films qu'on nous montrait, qui étaient une vision du monde, qui a des histoires incroyables, mais une vision du monde effroyable, quoi, parmi la pauvreté. Et le cinéma a j'ai l'impression que c'est un peu la dernière chose qui reste pour faire le lien entre le haut et le bas. Et je trouve que ce film incarnait bien ça. Voilà, il y avait de passerelles culturelles et de niveau de vie par rapport à des gens qui sont quand même très très isolés, qui vivent avec très peu de choses. Je vais essayer de ne pas rien dévoiler dans l'histoire par rapport à tes personnages, donc je fais attention à ce que je dis. Voilà. D'après ce que je connais des films que vous avez soutenus, des scénarios que vous avez soutenus, dont certains sont devenus des films, il y a aussi la volonté de s'éloigner des formules d'écriture. Je dis ça parce que bien souvent, trop souvent à mon goût, on propose des ateliers d'écriture des scénarios qui sont bienvenus, mais où l'on formate très rapidement la notion d'écriture dramatique pour le cinéma ou pour la télévision. Et j'ai tout de même l'impression que vous avez la volonté oui. La confiance, la volonté de soutenir des projets qui nous mènent un peu ailleurs. Oui. Alors effectivement, on reçoit énormément de projets sur la plateforme et on a des projets vraiment ovnis qui cassent un peu les codes. Maintenant, la structure, elle est importante quand on écrit. On est souvent perdu et des fois on se raccroche à des règles, on en a besoin de ces règles. Mais ce qui est important, c'est de très très bien les maîtriser pour après pouvoir s'en extraire et s'en échapper. Et effectivement, peut-être que certains des projets qu'on sélectionne échappent à certaines de ces règles, mais ce sont à chaque fois des scénarios extrêmement maîtrisés quand même, des histoires qui tiennent la route. Et je crois qu'il y a un point commun quand même, c'est les personnages. Moi je dirais, avec le retour de ces 9 dernières années, qu'une des choses qui manque le plus en fait, c'est le travail sur les personnages. On a des fois des très très bonnes structures et les personnages manquent de pattes. C'est pour ça que lier des passerelles avec des gens qui ont vécu des choses, qui racontent des histoires ou pas, mais on a besoin de nourriture. On a besoin d'aller vers l'autre et d'apprendre pour incarner mieux entre autres les personnages. Alors c'est vrai que je ne connais pas, bien entendu, les milliers de projets qui ont été envoyés. Je ne connais pas tous les films qui sont issus de ces démarches-là, mais c'est vrai qu'il y a toujours cette notion de traversée culturelle, de traversée identitaire, d'aller entre les classes sociales aussi. Ce qui fait que je ne sais pas dans quelle mesure ça exprime vos propres convictions, celles de Nicolas Zappi et tes propres convictions, mais il n'empêche qu'on devine un profil, comme on pourrait avoir un profil de producteur, et dans votre cas c'est un profil d'une autre nature. Il y a un côté, effectivement, Nicolas et moi on a un parcours militant quand même. Quand on a voulu cette maison des scénaristes et travailler sur le positionnement de l'auteur, il y avait derrière une conviction qui allait au-delà de la simple, on va dire, fabrication d'un film et des histoires. Et je crois que dans tous les films qu'on choisit, préparer Cannes, c'est un an de travail, on est nombreux, et quand on choisit une personne, d'accord, il y a l'histoire, elle est magnifique, mais effectivement, ça va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a une cause, il y a quelque chose de plus, effectivement. Et qu'on a retrouvé dans ce film-là qui le représente particulièrement bien. Oui, et puis tel que tu le présentes, on peut avoir l'impression que vous avez une sorte d'angle très très précis dans le scénario. Moi j'ai juste envie de dire que c'est la meilleure solution aujourd'hui, peut-être pour éviter qu'un cinéma français se complaise dans une histoire de Bobo Bourges, un peu chicos qui ont des problèmes d'amour dans leur appartement à Paris.
Non, ce qui est une grosse tranche du cinéma français, je trouve Il y a des aujourd'hui. films très bien. C'est crade, il y a des films Très bien comme ça. Ouais. Absolument. Mais je pense aussi que c'est hyper important de provoquer, de générer d'autres films que cet ethnocentrisme franco-français sans problème financier où tout va bien. Et, enfin, je pense que... Il y a une patte, effectivement, comme n'importe quel producteur, effectivement, il y a sur n'importe quelle société de production, normalement, il y a une ligne éditoriale. Et je ne vais pas mentir, on ne se refuse rien, il n'y a aucune bride, mais on est quand même beaucoup. D'ailleurs, on a We Feel Good for Education, We Feel Good for Humanity et We Feel Good for Planet. Enfin, Planet, c'est les 3 thèmes sur lesquels on démarre. Et l'appel à projet pour Cérimania sera sur le thème de l'Afrique. Voilà. 3 nouveaux axes. Alors, ces 3 axes sont très liés. Quand on parle de la planète, alors ça ne va pas être des films sur la planète, mais en fait, on ne peut pas dissocier la planète de l'éducation et du travail sur l'humain. On a des pays qui sont dans des situations de pauvreté extrême, on ne peut pas leur demander de faire attention à ne pas trop polluer, quoi. Tout ça est extrêmement lié, et l'éducation des enfants, c'est aussi très 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 lié. Donc ces 3 thèmes sont ensemble, et indissociable quelque part. C'est le démarrage, puis on aura d'autres derrière, quoi. Mais effectivement, on a quand même des thématiques qu'on aime, quoi, qui nous sont chères, mais on ne se refuse rien, il n'y a aucune bride et aucune... à part effectivement raconter des belles histoires avec quelque part un socle utile, parce que faire un film, ça coûte des milliers d'euros, hein. C'est 5 années de travail pour toi, pour certains c'est 10 ans, même des producteurs, hein. Il y a des producteurs qui ont tiré des films pendant 10 ans, donc c'est quand même un gros morceau de sa vie, et il faut avoir vraiment une volonté, et qui est vraiment quelque chose de fort pour tenir. Voilà. Bien, je précise que Frédéric souhaite rencontrer le public après la projection. Donc si Frédéric est ici présent ce soir, c'est parce qu'on l'a dit, c'est un film suisse, et tu es ici parce que nous avons reçu l'appui de l'ambassade suisse, c'est important de le signaler, donc merci. Souhaitais-tu ajouter quelque chose de plus concernant le film, où on laisse le public maintenant voyager directement en Arizona, avoir très chaud dans le désert, et aller à la rencontre de ces 3 personnages, et donc nous reviendrons ensuite pour échanger avec le public s'il le souhaite. D'accord ? Je vous remercie beaucoup. Merci. Bonne projection. À bientôt. Je précise simplement, oui, vous le voyez derrière moi, que nous annoncerons certaines projections pour les jours à venir. Notamment lundi prochain, nous reprenons le fil de ces 24 de ces rencontres mensuelles avec des professionnels du cinéma espagnol qui viennent parler de nos relations avec le cinéma français. Donc, lundi prochain, j'aurai une conversation avec Fernando Lara, qui était pendant 20 ans le directeur du Festival de Valladolid, pendant 5 ans, presque 6 ans, directeur de l'ICA, l'Institut de la cinématographie. Voilà, je vous remercie. Oui ? Non, je voulais juste ajouter encore que le film est en anglais et français, mais sous-titré en espagnol. Donc vous n'avez plus besoin de la traduction du tout sera en espagnol, et après il faudra jongler le français avec l'anglais pour les autres. Voilà. Merci beaucoup, bonne projection. Et merci à vos traducteurs, parce que je parlais un peu vite, je pense. Et à l'Institut français, à tous les gens. Et à l'Institut. Merci beaucoup.